Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la notion de se battre pour être aimé. Je pense que si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est soit que vous êtes des auditeurs fidèles, soit que le sujet vous parle, ou les deux d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas une semaine dans mes coachings où on ne me parle pas de ce besoin ou en tout cas de ce schéma-là, du fait de se battre pour être aimé, le fait de lutter, le fait de mériter d'être avec quelqu'un, de se sentir aimé. Pourquoi certaines personnes semblent attirées par des relations compliquées comme si l'amour devait se mériter par la souffrance, c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui et notamment le lien avec la dépendance affective et ce besoin de se battre pour obtenir l'amour. Donc ce qu'on va explorer ensemble dans cet épisode, c'est ça. C'est vraiment comprendre la dépendance affective, évidemment pas dans sa généralité, même si je vais reprendre 2-3 points pour les personnes qui découvrent mon podcast. On va parler d'estime de soi et du fait que ce soit le pilier un peu manquant quand on a ce pattern-là, ce schéma-là et le besoin de souffrir en amour. Et évidemment, pourquoi on est attiré par des partenaires indisponibles. Bref, on va aller jusqu'à comment sortir du cycle de la dépendance affective et du lien avec cette bataille, cette lutte dans l'amour. En quelques mots, qu'est-ce que la dépendance affective ? Alors, évidemment, j'en ai parlé 1 million de fois sur cette chaîne de podcast, mais pour moi, c'est important de reprendre les termes avant de m'engager sur ce sujet-là. Qu'est-ce que la dépendance affective concrètement ? La dépendance affective, c'est un trouble psychologique qui nous empêche de vivre pour soi et par soi-même. Donc, il va y avoir des signes qui ne trompent pas si vous êtes dans la dépendance affective. Il y a une peur viscérale de l'abandon, d'être quitté. Il y a un besoin constant de validation de l'autre. On est dans des relations où on va être dans le sacrifice, où on va donner plus qu'on reçoit. On va souffrir vraiment de l'absence de l'autre. Voilà, donc dans les grandes lignes, c'est ça. Et du coup, il y a une véritable différence entre aimer et avoir besoin de l'autre, en l'occurrence. Souvent, quand on est dans la dépendance affective, on a associé notre manière d'aimer à cette dépendance affective-là, c'est-à-dire que on ne se voit pas aimer autrement, dans le sens où l'intensité qu'on a et qu'on ressent dans la dépendance affective, cette espèce d'obsession pour l'autre, le fait de donner à outrance, on est presque incapable d'imaginer comment on pourrait être autrement dans une relation. Et c'est normal parce que tous les mécanismes que vous avez mis en place et qui vous ont amené à être dans une dépendance affective, c'est ce qui vous maintient en sécurité. Ou en tout cas, c'est ce que vous avez mis en place parce qu'enfant, vous avez cherché des moyens de vous sentir en sécurité. Donc en tant qu'adulte, c'est très difficile de lâcher ces mécanismes-là, puisque votre cerveau vous maintient dans cette zone de confort-là, puisqu'il pense que si vous lâchez ça, alors vous allez être abandonné. Donc, quand on est dans la dépendance affective, la plupart du temps, parce que je ne vais pas dire que c'est le cas à 100%, on est plus dans un besoin de validation de l'autre, dans un besoin de l'autre, du fait qu'on prouve à l'autre qu'on est quelqu'un d'aimable, que la personne doit nous aimer. Donc on est plus dans un besoin pour venir valider, pour venir remplir la jauge d'amour, plus que dans un amour véritable, parce que l'amour, quand il est pur, quand il est réel, en réalité, il est sain. Et donc, on n'est pas censé ressentir la peur, la souffrance, la lutte. On ne doit pas être dans des comportements où on doit prouver à l'autre qu'il doit nous aimer ou qu'il serait absolument heureux s'il était avec nous.
La dépendance affective, elle vient évidemment de l'enfance, comme je vous disais. En fait, elle vient des moments où on s'attache pour les premières fois. Donc, ça peut être lié évidemment à tout notre environnement familial, les liens qu'on va avoir avec nos pères, notre père, notre mère, ou nos pères, nos mères d'ailleurs, nos sœurs, nos frères. Et en gros, tout cet environnement-là qui va déterminer, on va dire, notre éducation émotionnelle, notre capacité d'attachement ou de non-attachement. Il va aussi y avoir toutes les blessures émotionnelles qui ne vont pas être guéries, et souvent ces blessures émotionnelles arrivent entre 0 et 7 ans. C'est là qu'en fait, en tant qu'enfant, vu qu'on n'a pas les mêmes ressources qu'en tant qu'adulte, on va mettre en place des stratégies de manipulation, mais c'est un peu dur de l'entendre comme ça, mais des stratégies en fait pour ne plus jamais avoir à ressentir la douleur, l'abandon, le fait de se sentir séparé de quelqu'un. Donc c'est dans ces moments-là qu'on va apprendre inconsciemment que l'amour doit se mériter. Et parfois, c'est par des choses qui sont hyper subtiles. Souvent, on parle de l'abandon, de syndrome d'abandon, de moments où on a senti qu'un de nos parents pouvait partir, par exemple, alors qu'en réalité, ça peut aussi venir d'une surprotection. Et la surprotection fait qu'on est dans l'idéalisation d'un parent, et donc on peut aussi avoir envie d'être dans une excellence pour satisfaire le parent, pour ne pas décevoir finalement. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs explications à la dépendance affective, mais on n'est pas dans cet épisode aujourd'hui pour parler de ça. En tout cas, moi je prends toujours mon propre exemple parce que pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai été moi-même dans la dépendance affective et j'en suis sortie. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre pourquoi j'ai été dans la dépendance affective. J'avais plein de pistes, mais c'est là dernièrement que j'ai vraiment compris que j'étais dans un besoin de validation extérieure énorme lié à la relation que j'ai avec un de mes parents. Et c'est pas nécessaire de savoir d'où vient la dépendance affective pour en sortir. Ce qui va compter, c'est de comprendre qu'on est dans ce mécanisme-là où finalement ce qui revient comme champ lexical de notre relation amoureuse, c'est la lutte, c'est le fait que ce soit dur, que ce soit compliqué, qu'on doive se battre, qu'on doive prouver. Si vous êtes déjà dans ce champ lexical quand vous parlez de vos relations amoureuses, je vous le dis, vous n'êtes pas dans un rapport sain. En tout cas, ce qui va vraiment être le pilier de la sortie de la dépendance affective et de l'indépendance émotionnelle, c'est l'estime que vous avez de vous-même. Parfois, on cherche à trouver d'autres moyens de sortir de la dépendance affective, et il y en a d'autres que j'enseigne dans mes coachings parce que parfois l'estime de soi, en fait, ça va mettre du temps avant de se consolider, et en réalité, si on apprend à comprendre le mécanisme des relations, on peut déjà cadrer nos relations, ce qui fait qu'on va aller vers des personnes qui vont être plus disponibles, et donc on va être moins confronté à ce manque d'estime de soi. Mais en finalité, c'est ça qu'on va devoir vraiment travailler. C'est si il vous manque votre estime de vous-même, alors ça va être difficile de sortir de la dépendance affective et de ne plus avoir envie de vous battre dans vos relations. Pourquoi une faible estime de soi nous pousse vers cette dépendance-là ? Parce qu'en fait, on a inconsciemment ou consciemment la croyance qu'on n'est pas suffisant pour être aimé. On n'est pas assez bien, assez drôle, assez beau, assez intelligent. Enfin, c'est intrinsèque. Même si rationnellement, vous pouvez vous dire « mais si, quand même, je sais que je suis une bonne personne, je ne suis pas trop moche, etc. » Il y a quelque chose au fond de vous, à un moment, sûrement dans votre enfance, qui vous a fait croire que vous ne méritiez pas d'être aimé, ou en tout cas que vous alliez devoir mettre les bouchées doubles pour être aimé par quelqu'un. Donc, ceci explique cela, encore une fois, dans les grandes lignes. Et en fait, on rentre dans un cercle vicieux où plus on va chercher la validation extérieure et moins on va savoir se valoriser soi-même. Sauf qu'en fait, on a tellement mis en place ce mécanisme-là de validation extérieure qu'on a du mal vraiment à se centrer et à reconnaître sa propre valeur. Donc, ce que vous pouvez vous dire, si vous avez besoin d'exemples, les croyances limitantes qui vont revenir, c'est en gros, ça marche pour les autres et pas pour moi. J'ai l'impression que moi, je ne mérite pas d'être aimée.
vous avez souvent, comme je vous disais, ce champ lexical de preuve, de lutte et vous pouvez avoir la croyance aussi que si c'est facile, c'est que ça en vaut pas la peine et du coup, vous associez l'amour véritable au fait qu'ils doivent se mériter et que ça doit être dur pour l'avoir et que si vous réussissez à avoir quelqu'un, il y a une forme de challenge et donc ça veut dire que la personne vous aime. Ça marche aussi dans l'autre sens où si vous mettez à rude épreuve la relation, si vous testez l'autre, si vous le poussez dans ses retranchements, ce qui peut être aussi un mécanisme de dépendance affective, en fait, c'est une forme de test pour savoir jusqu'où l'autre est prêt à aller pour vous montrer son amour et pour vous prouver qu'il a envie de rester avec vous. Donc en fait, il va falloir commencer à se reconstruire, à reconstruire, on va dire, les croyances et un cadre sain en identifiant nos propres qualités, en apprenant à se traiter avec bienveillance, en faisant preuve d'autocompassion. Mais ça, c'est un mécanisme à apprendre et ça se fait généralement en coaching sur plusieurs séances. Ça me semble vraiment utopique de se dire que du jour au lendemain, on arrive à se traiter avec bienveillance quand tout notre cerveau nous a fait croire le contraire pendant très longtemps. Pourquoi on choisit des partenaires indisponibles quand on est dans ce schéma-là? Parce qu'en fait, on a ancré la croyance de « il faut que ce soit difficile ». Il faut que l'amour se mérite. Il faut que je lutte, sinon je ne ressens rien. Pour moi, là, il y a aussi un truc avec ça. C'est que vous pouvez finalement être dans un truc presque d'ennui si vous ne ressentez pas la douleur. Vous avez inconsciemment associé l'amour à une forme de souffrance. Et donc, vous allez chercher des partenaires qui vont souffler le chaud-froid, qui vont être très présents puis tout d'un coup non, et qui vont finalement vous faire souffrir. Il y a aussi le fait que si vous avez grandi dans un environnement qui est toxique, où il y a beaucoup de cris, beaucoup de luttes, en fait, c'est aussi ce qui est commun pour vous et c'est ce qui est habituel, c'est ce qui est confortable. Et donc, vous allez être attiré par quelque chose qui, même si ça vous fait souffrir, est rassurant pour vous. Et ça, c'est le truc le plus difficile à admettre, c'est quand on admet que notre forme de sécurité réside dans le chaos. Il y a aussi une forte confusion entre l'intensité et l'amour. Ça, tout ce qui est fusion, obsession, intense. J'ai encore discuté avec quelqu'un la dernière fois qui m'a dit ouais, j'avais besoin que ce soit passionnel. En fait, si vous recherchez une forme de passion, vous allez peut-être être déçu. Parce qu'en fait, la passion, elle vient aussi avec le taux de cortisol élevé, donc une forme de stress, et donc vous allez aller vers des situations qui vous provoquent aussi du stress. C'est pour ça qu'on peut être attiré par des personnes qui ne nous rassurent pas, parce qu'en fait, le chaud-froid, la différence d'hormones qui est sécrétée entre le cortisol, le stress, et la dopamine, le bonheur, en fait, c'est ça qui crée l'obsession dans votre cerveau. Donc ça, je sais que ça peut être un peu rude à accepter, mais c'est une réalité. Et il y a aussi, donc, comme je vous disais, cette espèce de challenge de gagner quelqu'un qui vous semblait inaccessible. Et ça va pour moi de pair avec le manque d'estime de soi. C'est-à-dire que je pense à une cliente très très forte là qui... en fait, c'est comme si elle avait catégorisé le type de personne. Et donc, elle s'était dit, moi, ce type de personnes, je peux les avoir. Et en gros, il y a un type de personne que je ne peux pas avoir. Et donc, elle se donnait le challenge d'avoir ces mecs-là. Et si elle arrivait à en séduire un, et du coup, ça venait valider quelque chose chez elle. Donc, si vous êtes là-dedans, posez-vous la question aussi de est-ce que c'est vraiment sain et voilà, de vraiment identifier dans quel schéma vous êtes. Après, il va y avoir différents types d'indisponibilité parce que parfois on se dit oui, mais moi je suis pas vraiment attirée par des mecs indisponibles, c'est juste qu'on se comprend pas. En tout cas, on se trouve des excuses. En fait, il y a une indisponibilité qui évidemment peut être géographique, donc vous pouvez toujours vous retrouver dans des situations où la personne, finalement, elle va partir voyager, ou elle habite pas du tout à côté, etc. L'indisponibilité émotionnelle, donc ça, c'est quand même le cas le plus fréquent avec une personne qui est fermée, qui est distante, qui ne sait pas partager ses émotions, etc. L'indisponibilité circonstancielle, donc c'est aussi, ça va avec l'indisponibilité géographique, mais c'est aussi des personnes qui sont déjà en couple ou qui vous disent non mais moi je suis pas prête, tu sais, je vis encore avec mon ex, enfin bref, tu connais. Et l'indisponibilité temporelle, c'est-à-dire des personnes qui en fait ne sont pas prêtes pour une relation, qui viennent peut-être de sortir d'une relation, qui n'ont pas envie de se remettre dans une autre, et on reste dans ces relations-là.
Donc c'est important ensuite de reconnaître tous les signaux qui vous montrent qu'une personne est indisponible. Alors quand la personne est déjà en couple, qu'elle vous dit clairement qu'elle n'est pas prête pour une relation, qu'elle vous dit qu'elle habite pas à côté, ça c'est quand même très très clair. Voilà. Ensuite, pour l'indisponibilité émotionnelle, ça va être une communication qui va pas être cohérente, la personne qui est pas extrêmement présente. Quand elle vous parle des projets d'avenir, finalement, il y en a, mais il y en a pas. Et vous avez toujours l'impression que vous êtes en train de prouver quelque chose. Et là, déjà, c'est pas sain. Donc, comment on sort de ce cycle-là? Déjà, en prenant conscience dans quel schéma on est exactement. C'est-à-dire, j'observe quels sont mes patterns relationnels. Ensuite, je vais aller identifier quels sont les déclencheurs émotionnels. Donc, les déclencheurs émotionnels, c'est à quel moment je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe qui fait que ça me met dans cet état-là? Et évidemment, il faut accepter qu'on ne peut pas changer l'autre. Même si vous en avez envie, même si à un moment, la personne, elle s'est bien comportée pendant quelques semaines ou quelques mois, pourquoi on se rattache à ce qui a été? Parfois, j'accompagne des personnes qui sont dans des relations ou des situationships qui portent depuis 2 ans et qui me disent oui, mais en fait, le premier mois, il était tellement attentionné, je comprends pas ce qui s'est passé. Mais en fait, si ça fait déjà presque 2 ans que t'es pas bien, bah en fait, il faut voir les actes, comment la personne elle est en train de se comporter aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, ça veut dire que c'est triste à dire, mais vous avez suscité son intérêt à un moment et une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, en réalité, bah, elle a relâché ses efforts. Et même si vous êtes encore dans cette relation-là, pour moi, c'est hyper important de comprendre évidemment que les relations changent et évoluent. Mais par contre, si vous êtes toujours en recherche, toujours en demande après des mois et des années, non, vous n'êtes pas au bon endroit. Et vous n'allez pas faire changer l'autre. Parce qu'en plus, j'imagine que vous dites les choses. Donc, si la personne, elle n'a pas envie de changer, c'est à vous de partir et de laisser l'autre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place petit à petit pour que les choses, elles changent? Et pour gagner en estime de vous-même, il faut déjà apprendre à dire non, à poser ses limites. Pour apprendre à dire non et à poser ses limites, il faut déjà faire le point sur quelles sont mes limites. Qu'est-ce que je n'ai plus envie d'accepter dans une relation? Évidemment, dans un aspect plus individuel, de développer ses propres centres d'intérêt, d'avoir des activités que vous faites, d'avoir un monde, en fait, en dehors des hommes, en dehors du couple, en dehors de cette obsession d'être avec quelqu'un. Choisir consciemment ses relations. Quand je dis consciemment ses relations, ça veut dire arrêter de se voiler la face, arrêter de se mentir, et de se dire: «Mais en fait, si je pense que c'est l'homme de ma vie quand même, mais on a vécu tellement de choses ensemble. Mais est-ce que c'est vrai que vous avez vécu tellement de choses ensemble? Est-ce que c'est vrai que cette personne, elle a été un soutien? Est-ce que c'est vrai que cette personne, elle vous correspond? Ou est-ce que juste vous êtes en train de vous raconter ça pour ne pas avoir à lâcher cette relation?» Et évidemment, la piste que je donnerai toujours parce que, je ne fais pas ce métier pour rien, c'est vraiment de ne pas négliger de vous faire accompagner quand ça devient trop dur, quand vous voyez que vous n'arrivez pas à en sortir seul. N'attendez pas de rencontrer la bonne personne pour pouvoir sortir de ce schéma-là. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ça n'a jamais fonctionné. Je connais personne qui a été dans la dépendance affective, qui a rencontré quelqu'un et hop, c'était terminé. C'est des personnes qui ont d'abord eu le courage de faire changer les choses à l'intérieur d'elles et ensuite qui ont pu se connecter à quelqu'un qui leur ressemble. Donc, il faut accepter aussi que ce que vous imaginez d'une relation ne ressemblera pas à ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des standards élevés, mais par contre, il faut accepter que les relations saines, elles peuvent vous sembler ennuyeuses au début. Je m'explique. On peut avoir l'impression, quand on a eu l'habitude d'être dans la fusion, dans l'obsession, dans l'intensité, que des relations saines, bah finalement, c'est égal ennui. Que les hommes gentils et dévoués, c'est ennuyeux. Et du coup, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est être dans l'auto-sabotage et du coup de vouloir aller chercher un autre mec avec qui on ressent de la passion, du coup arrêter avec celui qui était sain. Parce qu'en fait, on n'est pas habitué et on est dans ce truc de je sais pas, il me fait pas vibrer. Mais arrêtez de vouloir vibrer à tout bout de champ, en fait. C'est pas sain. Regardez en arrière et regardez là où vous avez vibré. Est-ce que ça s'est bien passé?
Donc de là, vous allez réapprendre ce qu'est l'amour véritable, un amour sain. Et encore une fois, donnez-vous le temps de guérir. J'accompagne beaucoup trop de personnes qui parfois ont l'intention, j'en parlais dans mon dernier podcast, mais qui ont l'intention de venir en coaching pour rencontrer l'homme de leur vie. Et en fait, vous ne vous laissez pas le temps de guérir. Il y a un temps pour tout, en fait. Il y a un temps aussi pour guérir, apprendre, comprendre et intégrer. Bref, je vais terminer là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura parlé. Je vous rappelle qu'il est possible de sortir de la dépendance affective. Il est possible de sortir de ce cycle. Mais je vous encourage à vraiment creuser à l'intérieur de vous, de vraiment aller introspecter, de vous faire accompagner, que ce soit par une psy, thérapeute, coach. Et vous êtes les bienvenus si vous avez envie qu'on échange ensemble à ces sujets-là. De mon côté, je ne fais pas de séance à la carte, je vous le rappelle, ce sont des accompagnements individuels ou en collectif. Et la prochaine session de mon accompagnement en collectif démarrera en septembre. Donc si vous avez envie de démarrer cette nouvelle année scolaire et de démarrer 2026 en ayant les clés, les outils pour sortir de la dépendance affective, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Il y a un tarif préférentiel jusqu'au 31 juillet. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine avec tout mon amour, comme toujours.